Il a chassé sa femme alors qu'elle était en train d'accoucher, ignorant qu'elle avait hérité de 21 millions de dollars. Et maintenant, sa nouvelle femme travaille pour elle. Crie autant que tu veux. Tu peux mourir avec ton enfant. Ça m'est égal. Emporte ta douleur et tes cris avec toi. Tu ne gâcheras plus jamais ma vie. Tu n'es plus personne pour moi. Va-t'en. Ce furent les mots cruels que son mari lui cracha au visage, tandis que les vagues de contraction déchiraient son sang s'en arraient son corps. Au lieu de lui tenir la main, il la jetait à la rue. Au lieu de l'amour, l'humiliation et la solitude à son heure la plus sombre. Il pensait l'avoir brisée pour toujours, l'abandonnant seule à sa souffrance comme si elle était moins que rien. Mais il ne pouvait imaginer que cette même femme, qu'il avait chassée en pleine agonie, se relèverait un jour d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Cette ascension ne briserait pas seulement son orgueil, mais détruirait aussi le mariage dont il attendait tant de bonheur. Parfois, ceux que vous chassez dans la souffrance reviennent avec force. Parfois, la femme que vous croyez morte en silence devient une ombre que vous ne pouvez fuir. Voici l'histoire d'une femme trahie au moment de sa plus grande faiblesse, mais qui s'est relevée avec une force que personne ne pouvait nier. La première contraction la submergea comme une vague inéluctable. Emma Parker s'appuya contre le mur et appela « Marc, s'il te plaît, c'est l'heure. Nous devons y aller. » Il se tenait dans l'encadrement de la porte, sa veste à moitié enfilée, son téléphone à la main. Il n'avait pas l'air inquiet, il avait l'air irrité. « Maintenant ?»« Bien sûr, maintenant, » souffla-t-elle, se pliant de douleur. « L'hôpital, le sac est près de la porte. Aide-moi juste à aller jusqu'à la voiture. » La bouche de Marc se tordit. « T'aider, après tout ça ?»« Non. » Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par non ?» Il s'approcha, sa voix se durcissant à chaque mot. « Tu ne me commanderas pas, tu ne m'auras pas avec tes larmes et tes moments de faiblesse, j'en ai fini. » Une nouvelle contraction la tordit. Elle s'agrippa au cadre de la porte, la sueur perlant sur son front. « J'accouche, Marc, ce n'est pas un piège, c'est notre enfant. » Il ricana. « Notre enfant ? Nous savons tous les deux ce que tu voulais, m'attacher et me garder dans ce chaos. Ça ne marchera pas. »« S'il te plaît, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « ne fais pas ça. » Il prit la valise près de la porte, tira brusquement la poignée et la jeta sur les marches. Le sac rebondit et roula sur l'allée. Le souffle lui manqua. « Crie autant que tu veux. Tu peux mourir avec ton enfant. Ça m'est égal, dit-il avec des yeux de glace. Emporte ta douleur et tes cris avec toi. Tu ne gâcheras plus jamais ma vie. »« Marc, » sanglota-t-elle. « Non. »« Adam, tu n'es plus personne pour moi maintenant, dit Sotelan, dit-il. Va-t'en. » Il la poussa. Pas assez fort pour la faire tomber, mais assez pour qu'elle comprenne le message. Elle s'agrippa à la rampe, sentant un poids et une pression dans le bas du dos. La porte claqua avec une telle force que la vitre trembla. Emma fixa la texture du bois à l'endroit où sa main avait touché cette porte 1 millier de fois. Une nouvelle contraction la transperça. Elle serra la rampe et se mordit la langue pour ne pas crier. Une lumière s'alluma sur le porche d'en face. Une voisine en robe de chambre sortit. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Emma se força à se redresser. « J'ai besoin d'une voiture pour l'hôpital. » La voisine hésita. « Il est tard, dit-elle en jetant un coup d'œil à la maison derrière Emma. « Où est Marc ?»« À la maison, répondit Emma, la voix brisée. « S'il vous plaît. » La femme resserra sa robe de chambre. « Je vais vous appeler un taxi. »« Enceinte, merci, murmura Emma, ravalant son humiliation. La voisine rentra chez elle. Le temps s'étirait lentement. Le vent froid séchait sa sueur. Elle essayait de respirer comme on le lui avait appris, de se concentrer sur ses expirations, sur n'importe quoi d'autre que la douleur et le mari qui lui avait claqué la porte au nez. La voisine revint et lui tendit le téléphone. « Le taxi sera là dans 10 minutes. Avez-vous besoin d'une serviette ou autre chose ?»« Tout va bien, » dit Emma, car elle ne savait pas quoi dire d'autre. La voisine hésita puis rentra chez elle en claquant la porte. Emma respirait, se pliait, respirait. Les minutes s'écoulaient les unes après les autres. Les phares d'un taxi apparurent. Le chauffeur, la voyant, sortit rapidement. « À l'hôpital ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle en s'asseyant lentement. « Le plus vite possible. » Pendant le trajet, elle appuya son front contre la vitre froide et essaya de ne pas pleurer. En vain, ses larmes coulèrent sur ses joues. Le chauffeur la regarda avec douceur. « Appelez votre mari, » dit-il. Elle fixa silencieusement l'écran noir. « Non, nar. » Non. Il hocha la tête et continua de conduire. La ville, la nuit, semblait ordinaire, comme si rien ne s'était passé. Les magasins étaient bon fermés, les lampadaires bourdonnaient, quelqu'un riait quelque part. Emma enfonçait ses ongles dans le siège.
À l'hôpital, le chauffeur l'aida à se rendre jusqu'à l'entrée. « Maintenant, tout va bien se passer, Dodoir, » dit-il doucement. « Vous êtes arrivés. » Les portes automatiques s'ouvrirent. Dans le hall des urgences, une lumière vive et de la fatigue. Une infirmière la regarda et comprit tout en un instant. « Les contractions sont toutes les combien ?» demanda-t-elle gentiment en faisant asseoir Emma sur une chaise. « 3 minutes, souffla Emma. « Peut-être 2 ? Je ne sais pas exactement. Ça fait mal. C'est votre premier enfant ? Oui. Vous êtes venu avec quelqu'un ? Demanda l'infirmière, cherchant du regard un homme qui n'était jamais venu. Emma secoua la tête. Je suis seule. Le regard de l'infirmière s'adoucit. Je suis avec vous, dit-elle. Allons-y. On lui prit ses constantes, on lui attacha des capteurs sur le ventre. Le rythme cardiaque du bébé résonnait dans la pièce, rapide et régulier. Emma ferma les yeux. Que ce rythme la soutienne. Vous êtes courageuse, dit l'infirmière. Vous tenez bien le coup. Courageuse, s'étant ce qu'elle semblait être pour quelqu'un d'autre. Emma hocha légèrement la tête. Les heures s'étiraient et s'effondrèrent. La douleur déferlait puis refluait. Les infirmières censées se relayer. Une jeune médecin aux mains douces arriva, se présenta comme le docteur Ortiz et vérifia sa dilatation. « Tout se passe bien, dit le docteur Ortiz. Vous êtes forte. » Emma se tourna vers le mur et respira. Les mots durs et blessants de Marc lui revinrent en mémoire, ainsi que son rire, et les soins qu'il lui avait autrefois prodigués en promettant d'être toujours là. Quand tout avait-il mal tourné ? Quand l'amour était-il devenu un décompte de points dont elle ignorait même l'existence ? Sur le plateau, son téléphone vibra. Elle jeta un œil, un message d'un numéro inconnu. Un nom. « Il est avec moi maintenant. Occupe-toi de ton projet. » À cet instant, une contraction la transperça de nouveau. Elle s'agrippa à la barre du lit en murmurant « Mon Dieu, aidez-moi !» L'infirmière lui toucha doucement l'épaule. « Ne lisez aucun message aujourd'hui, laissez tout attendre. » Emma hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Dans un autre quartier de la ville, Marc se tenait dans la cuisine qui avait cessé d'être un foyer une semaine auparavant. Vanessa était appuyée contre la table, séduisante, soignée, avec une coiffure parfaite même au milieu de la nuit. « Eh ben, toi, maté. »« Elle est partie ?» demanda Vanessa. « Enfin, dit Marc en ouvrant une bouteille. Elle ira bien. C'est une hystérique. Tu as chassé ta femme enceinte pendant son accouchement, le réprimanda Vanessa. Ce n'est pas de l'hystérie, c'est trop. Ce n'est pas ma femme, répondit Marc. Plus maintenant. Tu sais, c'est un fardeau. La dernière année a été un cirque permanent. Des sautes d'humeur, des larmes, des disputes. Tu l'as bien vu. Vanessa but une gorgée et le regarda. J'ai vu comment tu envoyais des messages à d'autres pendant qu'elle dormait. Il haussa les épaules. Elle dormait, non ? Et moi, j'étais réveillé. Bien sûr, murmura Vanessa, gardant cela en mémoire. Il s'approcha et l'embrassa, comme pour prouver quelque chose. Elle se laissa faire, puis recula, les yeux brillants. Quand est-ce qu'on l'annonce à tout le monde ? Je veux une bague, une nouvelle vie, que tout le monde le voie. Bientôt, dit Marc, après qu'on aura réglé le problème avec elle. On ne sait comment le régler, demanda Vanessa. Ma mère était de mon côté, dit Marc. Margaret était pour la stabilité. Elle racontera à tout le monde qu'Emma était instable. Ce sera facile à faire croire. Une fois, elle a fondu en larmes dans un magasin parce qu'il n'y avait pas de raisin. Les gens se souviennent de ce genre de choses. Vanessa se mit à rire. Pauvre Emma, pas de raisin. Pas de paix pour moi, corrigea Marc. À l'hôpital, les heures s'écoulaient comme de l'eau. Pour Emma, le monde s'était rétréci à sa respiration, à la voix de l'infirmière, aux mains sûres du médecin, au tic-tac de l'horloge qui semblait compter pour elle. Quand la douleur devenait insupportable, elle demandait un antidouleur. Les infirmières lui faisaient une injection, ce qui la soulageait, mais ne rendait pas le travail plus facile. Entre les contractions, ses pensées revenaient aux prénoms qu'elle aimait depuis son enfance, des prénoms qu'elle se murmurait dans sa vieille maison, quand le monde était encore simple et sûr. La voix de sa mère lui revenait en mémoire, tranchante comme un couteau. « Emma, tu dramatises de tout », disait Margaret quand sa fille pleurait. « Enfant, ce n'est pas si grave. Les filles comme toi doivent être endurantes. » Elle avait laissé ces mots s'ancrer au plus profond d'elle-même. La porte s'ouvrit, une assistante sociale entra et parla à voix basse avec l'infirmière. Celle-ci hocha la tête et sortit un instant. À son retour, ses lèvres étaient empincées. « Quoi ?» demanda Emma. « Votre mère est là, » dit prudemment l'infirmière. « Voulez-vous la voir ?» La première réaction d'Emma fut « Non ».
La seconde plus douce, elle hocha la tête. D'accord. Margaret entra, son sac à main serré, son visage encore plus tendu. Le parfum de ses fragrances était trop sucré pour la chambre. « Emma, tu as l'air fatiguée, dit-elle d'un ton indifférent. « J'accouche, hein, dit Emma. Margaret s'assit avec précaution, comme si le fauteuil pouvait l'attacher. « On m'a raconté, Marc a appelé. » Emma sursauta. « Il t'a appelé ?»« Il s'inquiète, » expliqua Margaret. « Il a dit que tu étais devenue difficile. Je lui ai demandé de m'amener. Il m'a chassée. » La bouche de Margaret se pinça. « On dit que tu as crié, tu effraies les gens avec tes émotions, ça a toujours été comme ça. » Emma la fixa. « Maman, nous devons parler de ce qui essaie le mieux pour le bébé. Marc a la stabilité, une maison, un travail. Toi, tu n'as ni plan ni logement, semble-t-il. Peut-être devrions-nous discuter de la garde, au moins temporairement, jusqu'à ce que tu te sois installé ?» L'infirmière s'approcha, posant une main sur le lit. Les lèvres d'Emma tremblaient. « Tu es de son côté ?»« Je suis du côté du bébé, » dit Margaret. « Regarde-toi, tu es seule dans un hôpital public. Tu aurais pu mieux te préparer, faire plus d'efforts pour ton mari. » Emma essaya de trouver une once d'amour sur le visage de sa mère, mais ne vit que du jugement déguisé en sollicitude. « S'il te plaît, va-t'en, » murmura Emma. Margaret cligna des yeux, offensée. « Pardon ? S'il te plaît, sors, » répéta Emma plus fermement. « Tu repousses toujours ceux qui essaient de t'aider. » Margaret se leva, serrant fort son sac. « Ne m'appelle pas si tu ne peux pas payer ton loyer. »« Je n'appellerai pas, » répondit Emma. Margaret sortit en faisant claquer ses talons, laissant derrière elle une traînée de parfum. La porte se referma. Le silence s'installa dans la chambre. L'infirmière lui serra la main. « Je suis désolée. » Emma hocha la tête. Les larmes coulèrent maintenant en silence. « Écoutez-moi, » dit doucement l'infirmière. « Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas hystérique. Vous êtes en train d'accoucher et vous êtes courageuse. » Courageuse. Ce mot s'attarda en elle et la réchauffa. Emma s'y accrocha comme à une pierre chaude. La contraction suivante s'empara de tout son corps. Elle poussa encore et encore. La voix du docteur Ortiz lui parvenait par bribes. « Encore un peu. Tenez bon, on voit la tête. » Emma s'agrippait aux barres du lit et poussait, comme pour expulser chaque mensonge, chaque coup, chaque porte claquée. Le visage de l'infirmière devint flou, l'horloge disparut. Il ne restait plus qu'une longue expiration et un cri perçant qui retentit dans la pièce. Emma se renversa en arrière, à bout de souffle. La pièce se mit à bouger, mais tout se passa avec douceur et rapidité. Le médecin souleva une petite créature mouillée et furieuse et la posa sur sa poitrine. « Bonjour, Fonzorens, » sanglota Emma. « Bonjour, mon bébé. »« Bonjour. » La petite fille ouvrit la bouche et se fit entendre bruyamment. Emma lui caressa la joue humide et sentit quelque chose se briser en elle et être inondée de lumière. « Comment s'appelle-t-elle » demanda l'infirmière en souriant. Emma déglutit et prononça le nom qu'elle portait dans son cœur depuis son enfance, bien avant les portes, les mensonges et l'indifférence. L'infirmière le nota. On pesa le bébé, on l'essuya doucement, on l'enveloppa et on le rendit à Emma. Elle le tenait, le regardait, souriait et pleurait. L'infirmière mit un petit bonnet rose sur la tête du bébé. « Je suis là, » murmura Emma. « Je suis là. Je ne partirai pas. » Quelques heures plus tard, alors que le bébé dormait dans son berceau et que le matin régnait dans la chambre, une autre infirmière entra avec des papiers. « Faut-il appeler quelqu'un de la famille ?» demanda-t-elle. Emma secoua la tête. « Non, nous ne sommes que toutes les deux. Alors aujourd'hui, nous sommes votre famille. » Quand l'infirmière fut partie, Emma prit son téléphone. L'écran se remplit de messages. Certains d'inconnus, d'autres d'anciens amis qui avaient applaudi à son mariage. Elle en ouvrit un. Marc écrivait qu'elle avait été instable pendant sa grossesse et qu'elle était partie en pleine crise d'hystérie. « As-tu besoin d'aide ?» Emma ferma les yeux. Un autre message disait qu'elle avait tout cassé, crié et l'avait menacée. « Je suis désolée, mais si c'est vrai, c'est peut-être mieux ainsi. » Elle reposa le téléphone comme s'il était coupant. Elle savait qu'à l'autre bout de la ville, Marc était un maître dans l'art d'inventer des histoires. Il savait paraître sérieux et triste, parler de sécurité et de stabilité, pendant que Vanessa hochait la tête en signe d'approbation, avec une compassion feinte. « Des mensonges », dit Emma dans la pièce vide. « Tout le monde aime écouter un bon mensonge quand on veut paraître gentil en faisant du mal. » Elle alla au lavabo, se lava les mains et se regarda dans le miroir au-dessus du distributeur de serviettes. Le visage pâle et gonflé, les cheveux en désordre, mais le regard déterminé. Une bénévole frappa à la porte.
Vous voulez une photo te demanda-t-elle. Nous photographions gratuitement chaque nouvelle maman avec son bébé. Emma se souvint de la photo brillante de Mark avec Vanessa, des voisins qui étaient restés derrière leurs rideaux pendant qu'elle attendait le taxi, de l'histoire des raisins et de la façon dont sa mère portait son jugement comme un collier de perles. « D'accord, Hassan, » dit Emma. La bénévole lui montra où se tenir près de la fenêtre et prit une photo. Une jeune femme fatiguée et un petit paquet dans un bonnet rose avec en arrière-plan le matin d'une grande ville. « C'est magnifique, sourit la bénévole. Je vous envoie sous la photo ?» Emma secoua la tête. « Non, pas maintenant. » Encore seule. Elle glissa la main sous le matelas fin et en sortit une petite enveloppe en tissu qu'elle emportait toujours lors des grands événements. À l'intérieur se trouvaient 2 vieilles lettres de son père pliées en 4. Elle ne se rendait jamais à des moments importants de sa vie sans elles. Le papier était déjà ramolli aux pliures. Emma déplia délicatement la première lettre. L'écriture de son père était soignée et douce, tout comme lui. « Si jamais tu doutes de toi, souviens-toi de qui tu es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te nomme. Tu as déjà un nom. » Emma sourit faiblement, murmura le reste et rangea soigneusement les lettres. « Pas encore, » se dit-elle. « Pas aujourd'hui. » Elle gardait ses secrets là où ils devaient être, près d'elle, en sécurité, inaccessible à ceux qui traitaient mal l'amour comme une corde. La porte s'ouvrit de nouveau. Elle s'attendait à voir une autre infirmière, mais c'était Margaret. L'estomac d'Emma se noua. « Je t'ai demandé de partir. » Margaret resta à distance, le visage tendu. « J'ai apporté des documents. » Elle leva un dossier. « Marc m'a demandé de te les expliquer. » Emma la fixa. « Tu plaisantes ? Il pense que dans ton état, il serait le juste de lui confier temporairement la garde de l'enfant, juste pour 1 mois ou 2, jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tu pourras toujours le voir. »« Sors, » dit simplement Emma. Les mots étaient clairs et nets. « Tu ne peux pas rester seule avec un nouveau-né, » insista Margaret. « C'est difficile. Tu n'as jamais su gérer le stress. » Eh bien, Emma se leva, la pièce vacilla, puis se stabilisa. Elle parlait doucement, pesant chaque mot pour qu'il atteigne sa cible. « Tu l'as choisi, dit-elle. Quand j'ai frappé à ta porte, il y a 2 jours, tu te souviens ? Tu as regardé par le Judas et tu n'as pas ouvert. Puis tu m'as envoyé un message pour que j'arrête de faire des scènes. » La bouche de Margaret s'ouvrit et se referma. « Je ne voulais pas impliquer les voisins. »« Tu ne voulais pas être dérangé, » dit Emma. « Tu veux toujours être tranquille. S'il te plaît, va-t'en. » Dans les yeux de Margaret, une lueur de peur ou peut-être de colère. « Tu regretteras de m'avoir repoussé. » Emma regarda longuement sa mère, puis se détourna et prit l'enfant. Cette réponse suffit. Margaret sortit. La porte se referma. L'air dans la pièce devint plus pur. La journée passa. Les infirmières allaient et venaient. Quelqu'un apporta un plateau avec un toast et du jus d'orange. Le bébé pleurait, mangeait, dormait et pleurait à nouveau. Emma apprenait le langage de sa fille. Que signifiait chaque son, comment distinguer la fin de l'inconfort, ce qu'était le léger soupir de contentement. Dans l'après-midi, l'aumônier de l'hôpital frappa et proposa de parler. Emma le remercia. « Pas aujourd'hui. » Il hocha la tête et laissa une brochure avec un numéro de téléphone. Vers le soir, la ville derrière la fenêtre devint dorée. Emma était assise, tenant l'enfant contre sa poitrine, regardant la lumière changer. Le téléphone vibra de nouveau. Un message d'un vieil ami. « Tu es malade ?» Emma tapa, effaça, recommença. Finalement, elle écrivit « Je suis devenue mère ». Elle posa le téléphone face contre table et se concentra sur le poids du bébé et sa respiration. Le silence régnait dans la pièce. Que le monde se parle à lui-même. Dans un autre quartier de la ville, Mark et Vanessa se préparaient promptly pour le dîner. Vanessa ajustait ses boucles d'oreilles et demanda nonchalamment « Tu as eu des nouvelles de l'hôpital ?»« Et pourquoi ?» répondit Mark. Elle a fait son choix. « C'est vrai », acquiesça Vanessa vérifiant son reflet et se souriant. « Tu publies la photo de la bague ce soir ou demain ?»« Demain, » dit Mark. « Laissons les gens s'habituer à l'idée d'abord. »« Quelle idée ?» demanda Vanessa. « Que je l'ai surmontée, enfin, répondit-il. Elle le regarda, l'évaluant comme on évalue des chaussures, en fonction de leur durée de vie. Quand la nuit tomba, Emma demanda à l'infirmière de baisser la lumière. L'enfant dormait. Sa petite main reposait sur la chemise d'Emma comme une marque d'appartenance. Emma se pencha, posa ses lèvres sur le sommet de sa tête et murmura, de manière à ce qu'une seule âme au monde l'entende, « Maintenant, je n'ai plus que toi, et je jure qu'un jour, ils regretteront ce qu'ils nous ont fait. » La promesse n'était pas bruyante. Ce n'était pas nécessaire. Elle tomba doucement dans le silence, comme une graine.
Les pleurs du bébé résonnaient en ce temps dans le studio, se répercutant sur les murs fissurés et le plafond qui fuyait. Emma Parker se leva et serra sa fille contre sa poitrine. La nuit était froide et la seule chaleur provenait de la mince couverture qui les enveloppait. « Tout va bien, ma chérie », murmurait Emma en berçant le bébé. « Maman est là. Maman ne partira pas. » Son estomac gargouillait de faim, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle n'avait rien mangé depuis la veille et la faim lui donnait le vertige. Mais le lait pour le bébé était plus important que la nourriture pour elle. À l'aube, Emma installa sa fille dans une poussette d'occasion, aux rousseaux grinçantes, et se dirigea vers l'arrêt de bus. Son uniforme de travail était dans son sac. La ville défilait autour d'elle. Des hommes d'affaires avec leur café, des étudiants avec leurs écouteurs, des mères avec des poussettes chères qui valaient point le plus que son loyer mensuel. Emma marchait lentement, chaque pas lui rappelant son immense fatigue. Son premier travail consistait à laver les sols dans un quartier riche. « N'utilisez pas trop d'eau, dit la propriétaire, une femme mince portant des perles en ouvrant la porte. « Sinon, il y aura des traces. »« Bien sûr, madame, répondit doucement Emma. La femme se tenait à côté, le téléphone collé à l'oreille. « Oh, oui, j'ai entendu dire que Mark Bennett s'est déjà remarié. Pauvre Emma. Quoique, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Elle était instable, tu sais, elle criait dans la rue pendant son accouchement. C'est ce qu'on dit. » Emma serra le manche de la serpillière et baissa la tête pour que la femme ne voie pas la douleur sur son visage. La femme sortit, poursuivant sa conversation. Sa poitrine se soulevait lourdement, mais Emma ne dit rien. Elle n'avait plus aucune défense. Le monde croyait Mark. Le soir, Emma travaillait dans un snack-bar. Elle souriait malgré la douleur dans ses jambes et portait des plateaux plus lourds que ses bras fatigués ne pouvaient le supporter. Sa fille dormait chez une voisine, en sécurité, mais loin d'elle. Un jour, 2 femmes qu'elle connaissait de son ancien quartier s'assirent à une table. « C'est Emma, non ?» murmura l'une. « Oui, regarde-la maintenant, serveuse. Mark a manifestement trouvé mieux. Oui, Vanessa est tout simplement magnifique. Tu as vu leurs photos de mariage ?» Emma posa les assiettes avec des mains stables, bien que son visage brûlât. « Elle a l'air en colère », chuchota l'autre quand Emma s'éloigna. « C'est triste. » Emma serra le comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle voulait crier, mais elle continua d'avancer, de sourire, de travailler. Pendant ce temps, Mark et Vanessa vivaient comme des rois. Leur mariage était l'événement mondain de la ville. Des roses blanches au plafond, un gâteau plus grand qu'Emma, la bague en diamant de Vanessa sur chaque photo. « J'ai enfin trouvé l'amour que je mérite », publia Mark. « Nous commençons notre éternité dans la maison que nous avons construite ensemble », écrivit Vanessa en légende. Mais Emma connaissait cette maison. Chaque pièce, chaque chaise, chaque mur peint de ses propres mains. Les roses qu'elle avait plantées servaient maintenant de décor à Vanessa. Son téléphone lui rappela la photo. Emma lut les commentaires, bien qu'elle se l'interdit. Elle a l'air bien plus heureuse qu'Emma ne l'a jamais été. Mark mérite la paix après tout ce qu'il a traversé. Vanessa est une vraie femme, pas cette ex instable. Emma ferma l'application, les mains tremblantes. Le mensonge se propageait plus vite qu'elle ne pouvait l'arrêter. Au magasin, on dit qu'Emma lui a jeté de la vaisselle. Le pauvre n'avait pas le choix. À la laverie, on chuchote qu'elle est toujours amoureuse de lui. C'est triste, n'est-ce pas ? Emma serra les dents et plia silencieusement les vêtements de sa fille. Même sa mère, Margaret, répétait le mensonge. Un après-midi, Emma essaya de l'appeler. « Maman, pourrais-tu garder le bébé quelques heures ? J'ai un double service. » Margaret soupira. « Emma, je ne peux pas toujours te sauver. Mark a dit que tu étais devenue instable. Tu fais peur aux gens. Peut-être que si tu étais plus calme ?» La voix d'Emma vacilla. « Tu le crois ?»« Je crois ce que je vois, » dit froidement Margaret. « Et ce que je vois, c'est une fille qui s'est attirée des ennuis et qui doit maintenant s'en sortir. » La conversation prit fin. Emma resta assise en silence, tandis qu'à côté d'elle, sur une couverture, sa fille gazouillait, trop petite pour comprendre la cruauté des mots. Vanessa alimentait les rumeurs. Lors d'un petit déjeuner avec des amis, elle sourit largement. Emma n'arrête pas d'appeler Mark, le suppliant de revenir. Vous imaginez ? La rumeur fit le tour de la table. « C'est triste. » Vanessa se mit à rire. Un fantôme jaloux nous hante, elle se ridiculise. Une des amies Spolé-Sammé approuva. Mark ricana, mais ne dit rien. Vanessa remarqua son silence, mais pensa que cela n'avait pas d'importance. Maintenant, il était à elle. Une nuit, après avoir couché sa fille, Emma sortit de sous son lit un coffre en bois, aux charnières en fer rouillé qui grinçait à l'ouverture.
À l'intérieur se trouvaient énormément des papiers laissés par son père décédé. Des lettres, des certificats, une enveloppe scellée. Emma déplia de nouveau les documents de la fiducie. Ses yeux parcoururent les chiffres qu'elle connaissait déjà par cœur. 20 millions de dollars, bien gardés et lui appartenant légalement dès qu'elle le souhaiterait. Elle passa la main sur le papier, comme s'il était vivant. Le monde la croyait pauvre. On se moquait d'elle, même sa mère la considérait comme un fardeau. Mais elle avait un secret que personne ne connaissait. Emma caressa le bord des papiers, puis embrassa le front de sa fille. « Ce n'est pas encore le moment, » murmura-t-elle. « Ils ne s'en douteront pas. » Elle referma le coffre et le repoussa sous le lit. Dans un autre quartier de la ville, Vanessa commença à remarquer des fissures dans le sourire parfait de Marc. Un jour, elle rentra plus tôt que d'habitude. Ses talons claquaient sur le carrelage. Du salon parvenait un rire de femme. Elle entra et se figea. Marc était assis sur le canapé, penché vers une blonde. Sa main glissa sur la sienne. « Alors, on dîne ensemble ce soir ?» demanda-t-il tendrement. La femme gloussa. « Tu es terrible. » Vanessa se racla la gorge, l'air devint glacial. « Vanessa », se leva doucement Marc, « c'est un contact professionnel. » La blonde attrapa son sac. « Je dois y aller. » Quand la porte se referma, Vanessa croisa les bras. « Professionnel ?»« Oui, » dit Marc en levant les yeux au ciel. « Une cliente importante, ne fais pas de scène. » Elle te touchait la main. « Tu imagines des choses, dit Marc. Vanessa rit, mais ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « D'accord, professionnel. » Elle monta à l'étage. Le sourire disparut dès que la porte se referma. Pour la première fois, elle se demanda si Emma n'avait pas dit la vérité depuis le début. De retour dans son minuscule appartement, Emma luttait pour survivre. Le matin, elle lavait les sols des bureaux, le soir, elle servait des tables, et la nuit, elle cousait des vêtements à la faible lueur d'une lampe. Ses doigts saignaient, à force de se piquer avec l'aiguille, mais elle continuait. Une nuit, sa voisine frappa à la porte. « Emma, ils bavardent encore, dit-elle doucement. Ils disent que tu es instable, en colère, que tu veux détruire la nouvelle vie de Marc. » Emma sourit faiblement. « Laisse-les parler. » La voisine fronça les sourcils. « Ça ne t'affecte pas ?» Emma regarda sa fille endormie. « Avant, ça m'affectait, mais maintenant, cela me rappelle ce que je ne serai plus jamais. » La ville s'en moquait, les amis avaient disparu, la famille l'avait trahi. Marc exhibait Vanessa répandait des rumeurs, Margaret avait choisi la tranquillité plutôt que l'amour. Mais les yeux d'Emma étaient là maintenant calmes, et son dos plus droit. Chaque mot de pitié ajoutait du feu à son cœur. Elle savait que sa lutte était temporaire et que sa force grandissait. Et un jour, ceux qui riaient maintenant s'étoufferaient de leur propre rire. La fenêtre du bureau de Mark Bennett trembla lorsqu'il jeta le rapport sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça, bordel ?» aboya-t-il, fusillant son assistant du regard. Le jeune homme se recroquevilla nerveusement. « C'est le rapport trimestriel, monsieur. Ces chiffres sont faux. Ils doivent être faux. Ils viennent directement de la comptabilité. »« Alors virez la comptabilité !» cria Mark en arpentant le bureau. « D'abord Henderson s'en va. Maintenant, l'affaire avec Whitmore échoue. 2 partenaires en moins d'1 mois. Tu te rends compte de l'image que ça donne ?» L'assistant déglutit. « Une mauvaise image, monsieur. » Marc serra la mâchoire et se tourna vers la fenêtre, fixant l'horizon comme si la ville l'avait trahi. « Quelqu'un est derrière tout ça. Quelqu'un essaie de me détruire. » L'assistant hésita. « Il y a autre chose. Un investisseur anonyme rachète des actions de Bene Global, discrètement mais rapidement. Il détient déjà près de 10%. » Marc se retourna brusquement. Les avocats n'arrivant pas encore à l'identifier. Ils utilisent des sociétés offshore, mais ils agissent très vite. Marc arracha le document et le parcourut des yeux. Son visage blêmit. « Un investisseur anonyme, marmonna-t-il. Des lâches péquedis qui se cachent derrière des papiers et pensent pouvoir jouer avec moi. Dehors maintenant. » L'assistant partit, laissant Marc seul avec sa fureur. À la maison, Vanessa le trouva en train de boire du whisky en plein après-midi. Sa cravate était défaite, ses cheveux en désordre. « Encore une mauvaise journée ?» demanda-t-elle en posant son sac. Les yeux de Marc brillèrent. Ils ont resserré l'étau autour de moi. Qui ? Tous. Les partenaires partent. Les investisseurs chuchotent et quelqu'un rachète des actions dans mon dos. Vanessa s'appuya contre le comptoir. C'est peut-être juste les affaires. Le marché évolue. Marc jeta son verre. Ne me console pas, Vanessa. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un m'attaque délibérément. Elle leva les mains. Je ne fais que parler. Non, tu insinues que je suis paranoïaque, gronda-t-il. Mais je sais ce que j'ai construit et je sais quand quelqu'un veut me le prendre. Vanessa l'étudia.
Un sourire se dessina sur ses lèvres qu'il ne remarqua pas. Et s'ils réussissaient, s'ils étaient peintes plus malins que toi? Marc releva la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, répondit-elle doucement. Détends-toi. Mais en se détournant, elle eut un sourire acéré. La même nuit, Vanessa rencontra une vieille connaissance dans un hôtel discret. Charles Whitmore, un concurrent de Marc. « Tu ne devrais pas être vu ici, » dit Charles en remuant sa boisson. « Alors ne sois pas si heureux, » murmura Vanessa en se glissant dans un fauteuil. « Que veux-tu, Madame Bennett ?»« Une assurance, Comptin, » dit-elle. « Marc est en train de perdre pied. Son arrogance le rattrape. Je n'ai pas l'intention de couler avec lui. » Charles haussa un sourcil. « Et que proposes-tu ?»« Des informations, » murmura Vanessa en se penchant plus près. Les noms des fournisseurs, les contrats en préparation, des choses qu'il ne communique même pas au conseil d'administration. Charles réfléchit. Pourquoi le trahir? Parce qu'il a trahi Emma, parce qu'il me trahit aussi, et parce que les gens comme lui ne sont fidèles qu'à eux-mêmes. Tu me plais quand tu es dur, envoie-moi quelque chose de vraiment utile, et je veillerai à ce que tu aies une place quand tout sera fini. Vanessa trinqua avec lui. Marché conclu. Dans un autre quartier de la ville, Emma Parker sortit d'un taxi, dans un quartier calme mais respectable. Sa fille était avec une nounou de confiance. La robe d'Emma était simple, mais elle lui allait parfaitement. Ses talons claquaient avec assurance sur le marbre lorsqu'elle entra dans le gratte-ciel. Le réceptionniste se redressa immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Parker. Monsieur Hawthorne vous attend. » Emma hocha la tête. « Merci. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle croisa son propre regard dans le miroir. Ce n'était plus une femme épuisée et courbée qui suppliait pour un travail. Ses épaules étaient entre droites, son regard perçant. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit de nouveau, un homme grand en costume gris l'accueillit avec une poignée de main ferme. « Emma, » dit-il, « toujours un plaisir de vous voir. »« Merci, monsieur Hawthorne, » répondit-elle doucement. Il la conduisit dans son bureau, une pièce remplie de livres et d'une force tranquille. « Vous avez été patiente, » dit-il en ouvrant un dossier. « Très patiente. Le compte que votre père vous a laissé est intact. 20 millions de dollars. Tout est là. » Emma regarda la ville par la fenêtre. « Et légalement, Marc ne peut rien faire ?»« Rien, » confirma Hawthorne. « Le document est solide. Votre père était intelligent. Il a anticipé les gens comme Marc. Cet argent vous appartient à vous seul. » Emma laissa ces mots résonner dans le silence. Son cœur battait calmement. « Alors le moment est venu, » dit-elle. « Commençons. » Hawthorne sourit. « Comme vous le souhaitez, mademoiselle Parker. » Pour la première fois depuis des années, quelqu'un prononçait son nom avec respect. Les lèvres d'Emma esquissèrent l'ombre d'un sourire. De retour dans son petit appartement, elle borda sa fille. Le coffre en bois était toujours sous le lit, mais il avait désormais une autre signification. Plus seulement un secret, mais une arme. Elle s'assit à côté de sa fille et murmura « Nous ne survivons plus, nous construisons une nouvelle vie, et un jour tu verras la vie que nous méritons. » La petite fille bougea. Sa main minuscule saisit le doigt d'Emma. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Emma, mais son sourire ne faiblit pas. Margaret remarqua le changement. Sa fille en avait plus l'air brisé. Son dos était plus droit, ses vêtements, bien que simples, semblaient un peu plus propres et plus soignés. Une assurance tranquille émanait de ses yeux, ce qui inquiétait Margaret, et un après-midi, elle se présenta à la porte d'Emma. Emma ouvrit lentement la porte en fronçant les sourcils. « Maman !» Margaret entra sans y être invitée. Ses talons résonnèrent sur le sol usé. « Tu t'es reprise en main, Son, » dit-elle en inspectant l'appartement rangé. « D'où vient tout ça ?» Emma croisa les bras. « De la responsabilité au travail. »« Ne me mens pas, » la coupa sèchement Margaret. « Je te connais, Emma. Tu n'as jamais été comme ça. Tu as obtenu quelque chose, de l'argent, de l'aide. Qui te l'a donné ?» Emma plissa les yeux. « Pourquoi est-ce tant important ?» Margaret eut un rire méprisant. « Parce que j'ai le droit de savoir, je suis ta mère. Et si tu as obtenu quelque chose, tu pourras enfin me rembourser pour toutes ces années où je t'ai traîné. » L'estomac d'Emma se retourna. « Traîné ? Tu as pris le parti de Marc quand je te suppliais de m'aider. Tu m'as traité d'instable quand j'accouchais. » Margaret fit un geste de la main. « J'étais pragmatique. Marc était stable. Tu te comportais de manière émotionnelle, irréfléchie. Je pensais au bien de l'enfant. » Emma s'approcha. Sa voix était basse mais tranchante. « Ne fais pas semblant d'avoir fait quoi que ce soit. Pour ma fille, tu nous as tourné le dos. » La colère brilla dans les yeux de Margaret. « Si tu as de l'argent, tu me le dois. N'oublie pas qui t'a élevé. N'oublie pas qui peut parler. » Emma soutint le regard de sa mère. Sa voix était froide et ferme. «
Tu as choisi Marc quand je te demandais de l'aide. Ne viens pas ramper maintenant. Quand le sol se dérobera sous tes pieds, souviens-toi, c'est toi qui l'as creusé. » Margaret cligna des yeux, choquée. Pour la première fois, la voix d'Emma était plus acérée que la sienne. Emma désigna la porte. « Va-t'en. » La bouche de Margaret s'ouvrit et se referma. Finalement, elle tourna brusquement les talons et sortit, laissant derrière elle une traînée de parfum, comme un poison. Emma ferma la porte. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'un sentiment de puissance. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait supérieure à sa mère. Pendant ce temps, le monde de Marc continuait de s'effondrer. Lors d'une réunion du conseil d'administration, il frappa du poing sur la table. « Vous êtes tous des lâches. Vous partez quand ça devient difficile. Vous pensez que Bene Global va sombrer sans moi ? Vous pensez que je vais laisser faire ça ?» Un des membres du conseil se racla la gorge. « Il ne s'agit pas de toi, Marc. Il s'agit de confiance. Les investisseurs sont nerveux à cause des mensonges. » Marc aboya. « À cause de quelqu'un qui répand des rumeurs. » Un autre ajouta doucement. « Ce ne sont pas des rumeurs, les chiffres ne mentent pas. Et l'investisseur anonyme, quel qu'il soit, a déjà acquis une participation importante. Tu pourrais être mis en minorité. » Le visage de Marc devint pourpre. Jamais. Vanessa était assise à l'arrière, les jambes croisées, observant sa perte de contrôle. Elle but une gorgée d'eau, cachant un sourire narquois. Après la réunion, elle se glissa aux toilettes et envoya un message. Il panique. « Ce soir, je t'enverrai les contrats des fournisseurs. Ils le lâcheront dès le prochain trimestre. » La réponse arriva rapidement. « Bien, la fin est plus proche qu'il ne le pense. » Vanessa sourit à son reflet dans le miroir, rajusta son rouge à lèvres et murmura « Lâche... l'assurance. » Emma aussi regardait son reflet ce soir-là, mais son reflet était différent. La force, le calme, une femme qui avait été brisée, mais qui s'était reconstruite. Elle ajusta son manteau, emmitoufla plus étroitement sa fille dans une couverture et murmura dans le silence « Ils pensent que j'ai disparu. Ils pensent que je suis faible. Ils vont bientôt savoir. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement du calme et de l'assurance. Pour la première fois, Emma ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme une tempête à l'horizon. D'immenses lustres inondaient la salle d'une lumière dorée. Le sol en marbre laqué reflétait les chaussures de chaque invité. Les serveurs, tels des ombres, se déplaçaient entre les tables avec des plateaux de champagne. Les flashs des appareils photo crépitaient en dedans. Au centre de la salle se tenait Marc Bennett. Son sourire était appris, sa main posée sur la taille de Vanessa. Il portait un smoking sur mesure, sa cravate bien serrée. Il leva son verre en guise de salut, tandis que les journalistes l'entouraient en « Monsieur Bennett », l'interpella l'un d'eux, « que dites-vous des rumeurs de problèmes financiers chez Bene Global ?» Marc eut un rire désinvolte, comme toujours. « Les rumeurs sont le divertissement des pauvres. Mon entreprise est florissante. La soirée de ce soir en est la preuve. Regardez autour de vous. Toute la ville est là. » La foule rit poliment. Vanessa se pencha, ses diamants scintillants. « Souris plus largement, » murmura-t-elle entre ses dents. « Ils sentent la nervosité. »« Je ne suis pas nerveux, » marmonna Marc, bien que sa main tremblât. « Bien, » murmura Vanessa en se penchant pour la photo. « Flash, 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 les caméras nous aiment. » Un instant, Marc crut à son propre mensonge, à son invulnérabilité. Mais la musique s'arrêta. Les têtes se tournèrent vers l'escalier, le silence se répandit dans la salle comme une vague. Et elle apparut. Emma Parker. Elle descendait lentement. Chacun de ses pas était délibéré. Sa robe chatoyait comme de l'argent liquide. Ses cheveux étaient relevés, son visage calme. Ce n'était plus une femme abandonnée en haillons. Elle se tenait comme une reine reprenant son trône. La foule retint son souffle. Des chuchotements parcoururent la salle. « C'est Emma, elle est magnifique. » Marc l'a vraiment quittée pendant qu'elle a accouché ? Le verre de Marc faillit lui échapper des doigts. Son visage devint blême. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ?» siffla-t-il à Vanessa. Vanessa se tendit. « Ignore-la. » Mais les autres ne le pouvaient pas. Emma se dirigea droit vers le centre de la salle. Le projecteur, comme par magie, la suivit. Elle releva le menton et prit la parole. Sa voix était calme, mais impérieuse. « Bonsoir. » Les chuchotements cessèrent. Marc força un rire. « Emma, je ne savais pas qu'on laissait entrer n'importe qui maintenant. » Quelques rires nerveux se firent entendre. Vanessa sourit narquoisement. Le regard d'Emma glissa sur lui, acéré, imperturbable. « Ne t'inquiète pas, Marc. »« Ah, non, c'est le conseil d'administration qui m'a invité. » La foule haleta. Marc cligna des yeux.
Le conseil d'administration ? Qu'est-ce que tu racontes ? Emma se détourna légèrement. Un homme en costume élégant s'avança. L'avocat Hawthorne lui tendit un dossier et une télécommande. D'une main ferme, Emma ouvrit le dossier. Ce soir, l'actionnaire anonyme va révéler son identité. Celui qui, pendant des mois, a discrètement racheté les actions de Bene Global jusqu'à devenir l'actionnaire majoritaire. Le rire de Mark s'éteignit. Qui que ce soit, remerciez-moi. Sans moi, il n'aurait rien eu à la acheter. Emma appuya sur la télécommande. Sur les écrans de la salle apparurent des documents, des transactions et, enfin, son nom. « C'est moi », dit-elle simplement. « Emma Parker. » La salle explosa en exclamations sourdes, en chuchotements, en flashs d'appareils photo. Mark chancela. « C'est impossible. Tu n'avais pas d'argent. » Les lèvres d'Emma tremblèrent. « Sobestion, j'ai hérité de 20 millions de dollars de mon père. Ils étaient dans une fiducie à laquelle tu n'avais pas accès. Pendant que tu te moquais de moi, j'investissais, discrètement, patiemment, et aujourd'hui je possède ce que tu croyais intouchable. » Les chuchotements se transformèrent en rire, non pas à l'encontre d'Emma, mais de Mark. « Tu avais 20 millions, suffoqua Mark, et tu me laissais croire que tu étais pauvre. Tu n'as jamais demandé, la voix d'Emma était tranchante, parce que tu ne m'as jamais aimé, tu m'as épousé pour ce que tu pensais que j'avais. Tu ne savais pas que mon père était plus intelligent que toi. » La présidente du conseil d'administration, Evelyn Torres, s'avança. À partir de ce soir, Mademoiselle Parker est l'actionnaire majoritaire de Bene Global. Avec effet immédiat, Mark Bennett est démis de ses fonctions de PDG. La salle haleta de nouveau, puis un brouhaha s'éleva. Le visage de Mark se déforma. « Pas ! Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon entreprise. »« Plus maintenant, » dit froidement Evelyn. La main de Vanessa glisse de son épaule. Son visage devint blanc. Mais Emma n'avait pas fini. « La soirée de ce soir ne concerne pas seulement le pouvoir, » dit-elle en appuyant sur la télécommande. « Elle concerne la vérité. » Sur les écrans apparurent cent d'anciens emails de Mark. Ces mots brillent à scintiller dans la salle. « L'argent de son père est réel. Je le prendrai après le mariage. Si la fiducie est séparée, je la ferai déclarer incapable. Elle cédera. Elle cède toujours. »« Il l'a utilisée » s'exclama une femme. Mark secoua la tête frénétiquement. « C'est un mensonge. » « Directement de votre serveur, » dit fermement Hawthorne. Le brouhaha s'intensifia. Le regard d'Emma ne quittait pas Mark. « Tu ne m'as jamais voulu. Tu voulais ce que tu pensais que j'avais. » La bouche de Mark s'ouvrait et se fermait, comme celle d'un homme qui se noie. Emma appuya de nouveau sur le bouton. Cette fois, de nouveaux messages apparurent à l'écran. Pas les siens, ceux de Vanessa. « Il est en train de sombrer. Ce soir, je t'enverrai les contrats des fournisseurs. Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce que ses concurrents aient tout ce dont ils ont besoin. » La salle haleta de nouveau. Les yeux de Vanessa s'arrondirent. « C'est un faux !» cria-t-elle. « De votre cloud, dit Hawthorne. » Mark se tourna brusquement vers elle. « Tu m'as trahi. » Vanessa grimaça. « C'est toi qui m'as trahi le premier. Tu n'as jamais été fidèle, j'ai juste appris plus vite qu'Emma. » Un nouveau brouhaha s'éleva dans la salle. Quelqu'un se mit à rire. Les flashs crépitèrent plus fréquemment. « N'ose pas te comparer à moi, » lança froidement Emma. Sa voix brisa l'arrogance de Vanessa. L'écran changea de nouveau. Maintenant, c'était Margaret qui apparaissait. Des virements sur son compte, des achats de bijoux, des notes de Mark. « Merci de m'avoir soutenu au tribunal. L'enfant sera mieux avec moi. » La voix d'Emma ne tremblait pas. « Ma propre mère a accepté de l'argent pour témoigner contre moi, pour me faire passer pour instable pendant que je me battais pour mon enfant. » L'horreur s'empara de la salle. Tous les regards se tournèrent vers Margaret, figée près de la porte. « Emma, je t'en prie, » balbutia Margaret. « Tu l'as choisi à ma place quand je te suppliais de m'aider, » dit Emma doucement mais fermement. « Ne parle pas maintenant. » Le visage de Margaret blêmit. Elle essaya de se frayer un chemin à travers la foule, mais les gens s'écartèrent d'elle comme si elle était contagieuse. Une atmosphère de trahison et d'humiliation s'épaissit dans la salle. Emma s'approcha de Mark. Son visage était blanc, sa mâchoire tremblait. « Tu m'as chassé alors que je portais de ton enfant, » dit Emma doucement, pour que seuls les plus proches l'entendent. « Tu m'as dit de mourir. Tu pensais que j'étais rien, mais la douleur que tu m'as infligée est devenue ma force. » Mark secoua la tête frénétiquement. « Non, tu ne comprends pas. Nous pouvons arranger ça, nous sommes ensemble, nous raconterons tout. »« Tu mentiras, » le coupa Emma. « C'est tout ce que tu sais faire. » Il tomba à genoux, les mains tremblantes. « S'il te plaît, Emma, ne prends pas tout. » Le regard d'Emma ne s'adoucit pas. « Je ne prends rien.
Je reprends ce qui a toujours été à moi. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Certains timides, d'autres tonitruants. Les journalistes criaient des questions. Les photographes immortalisés en sasaient chaque angle. Vanessa se faufila vers la sortie, mais les gens murmuraient sur son passage « Traîtresse conti frate, faites vipère ». Elle disparut dans l'obscurité sans se retourner. Margaret essaya de la suivre, mais des parents lui barrèrent la route en sifflant « Cobranstian, comment as-tu pu ?» Elle se recroquevilla et se glissa par une autre porte. Et Marc resta à genoux au centre de la salle, l'homme qui se croyait invincible, mis à nu devant toute la ville. Emma le regarda une dernière fois de haut. Sa voix résonna dans le silence. « La trahison revient toujours, Marc, et aujourd'hui, elle est venue à toi. » Elle se retourna et traversa la foule qui s'écartait sur son passage. Les têtes s'inclinaient. Dans la voiture, sa fille dormait déjà. Emma s'assit, embrassa le front de l'enfant et murmura « Nous sommes libres !» La voiture démarra, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles. Emma Parker s'était élevée non pas en les détruisant, mais en se reconstruisant. Et désormais, ni la trahison, ni le mensonge, ni même un amour perdu ne pourraient pas lui enlever cela.